Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Olivier, qui est directeur associé chez RSI, groupe Epoca. Bonjour Laurent. Bonjour Roland, bonjour à tous. Alors Ravi merci d'être à avec tous. vous effectivement pour cette masterclass. Eh bien, on est ravis de t'accueillir. Merci à tous d'être présents, si fidèles. Vous êtes toujours aussi formidables. La semaine dernière, vous étiez 207 inscrits pour écouter Alexia de Bernardi qui nous a parlé de collaborer à distance. Quelles leçons après un an. Elle est venue nous donner quelques-unes des 130 règles d'or pour mieux collaborer à distance qu'elle a décrit dans son ouvrage récent. On retient de son entretien la nécessité de repenser les échanges individuels, de repenser les réunions d'équipe en replaçant toujours l'humain et l'attention à l'autre au centre de nos préoccupations. Je vous invite à retrouver cet entretien en podcast sur les grandes plateformes et sur notre chaîne YouTube si vous le désirez. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive. Incentive est une plateforme de Sales and Growth Enablement. C'est un nouveau marché d'outils qui permettent aux managers commerciaux d'être de meilleurs coachs en favorisant l'intelligence collective, en utilisant la gamification avancée pour engager tous les collaborateurs et en leur donnant des outils efficaces de coaching et de feedback. Incentive travaille dans une vingtaine de pays à générer une croissance supplémentaire de 370 millions d'euros pour ses clients. Voilà pour la page de publicité. Et nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Olivier. Et Edouard, tu vas nous faire un portrait de Laurent. Qui est Laurent? Avec plaisir. Laurent Olivier, vous commencez par les ventes avec un BTS d'action commerciale, puis vous continuez votre parcours en marketing à l'ICD Business School. Vous commencez votre carrière en tant que directeur artistique chez Evencom pendant plus de 3 ans. Après cette première expérience, vous êtes directeur artistique chez RSI, puis directeur associé du studio, et enfin, directeur général associé en conseil et stratégie marketing 100% B2B. Pendant 4 ans, vous êtes conférencier et partenaire d'affaires chez iCloé Cloud Glass, un réseau d'engagement humain mondial qui rassemble une communauté ayant des valeurs de production éthique, de consommation responsable et équitable. iCloé Cloud sensibilise à la RSE et au ODD à travers leurs conférences et réseaux. Aujourd'hui, vous êtes directeur associé chez RSI au sein du groupe Epoca, une agence dédiée aux enjeux B2B où vous vous occupez de l'expression de la marque, du brand content, des outils marketing, de la présence digitale, médias et social media, et du marketing relationnel et enfin de la communication à 360 degrés d'entreprise B2B. Pour finir, jusqu'à l'année dernière, vous étiez co-organisateur et vice-président en charge du B2B Summit, un événement fédérateur de la communauté B2B en France. Vous êtes donc un des grands experts français du marketing B2B et nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui dans cette masterclass autour des relations parfois complexes mais toujours stratégiques entre le marketing et la vente. Quel parcours Laurent. On est vraiment avec le meilleur expert français sur les questions de marketing B2B aujourd'hui et c'est un très grand plaisir. Alors, à travers toutes tes expériences, tu as vu beaucoup d'organisations différentes dans des secteurs très variés. Finalement, qu'est-ce qui a changé dans les rapports marketing-vente ces dernières années? Alors merci de m'accueillir et merci pour ce portrait, hein. Ce que vous avez pu voir, c'est moi j'ai à la fois fait un peu du design, une vision un peu sur le sens, hein, sur les messages, et effectivement glissé au fil des années sur plus des stratégies et donc de la performance. Et donc c'est un peu tout ce qui m'anime aujourd'hui, relier sens et performance et de faire en sorte que on aide les commerciaux à faire en sorte que une marque soit choisie, un produit soit choisi, pas uniquement sur le prix, soit choisi aussi par une certaine réassurance, une valeur, une confiance que va donner la marque au-delà d'un tableau Excel.
d'un acheteur et donc que la marque ne soit pas choisie parce qu'elle est le moins cher, mais parce que globalement on se dit c'est elle qui va me rapporter le plus ou qu'en tout cas qui va m'apporter le plus dans le choix de décision d'achat qui est en cours. Notamment en B2B où globalement c'est jamais son argent personnel qu'on dépense, hein, c'est l'argent de l'entreprise et on est plutôt challengé pour réussir les projets plutôt que sur l'économie que l'on va faire sur un dossier que l'on signe. Donc qu'est-ce qui a changé? C'est un peu l'approche déjà du marketing qui évolue au fil des années. Je dirais, on est passé d'une mécanique où on était sur des annuaires quasiment ou des salons, si on reprend avant le digital, et donc on prenait son téléphone et on allait essayer de rencontrer, faire des R1 avec des prospects pour présenter l'entreprise. Donc là, effectivement, plus la marque était connue, plus c'était quand même facile. Et puis, un acheteur, il n'allait pas recevoir les 50 partenaires potentiels, il recevait les 3 premiers et il s'arrêtait là. Donc ça, c'était l'étape précédente. Puis après, on a eu l'étape du digital où globalement, les cartes ont été un peu rabattues et finalement, tout le monde avait un peu sa chance d'émerger, quelle que soit la taille, etc. Mais donc là, on était, si on veut mettre un peu les pyramides sur une approche très inbound, où on était très large, on attirait par des mécaniques de contenu, d'emailing, de social, et puis à la fin, on crée une forme d'entonnoir, on allait trier. Et ça, c'était une mission qui était à la fois celle du marketing et des sales pour faire en sorte qu'on identifie à la fin, on recense les entreprises pertinentes. Et donc ça, c'est une stratégie qui existe toujours, que l'on met toujours en place lorsqu'on adresse des populations très larges en termes de cibles. Par exemple, si on adresse des PME, on va travailler comme ça. L'inconvénient d'une mécanique comme ça, c'est qu'elle crée une certaine frustration entre le marketing et le sales, parce que on va remonter en termes de marketing des leads, mais en termes de sales, souvent, ils sont quand même de faible qualité. Et donc, il y a souvent cette friction, on peut dire comme ça, entre du marketing qui est content parce qu'il ramène des contacts et puis les sales qui sont déçus ou qui expriment une certaine déception parce que finalement, c'est pas les bons contacts, parce que c'est des gens qui visitent mais qui sont pas du tout en phase de réflexion commerciale. Et donc, cette approche qui a été très en vogue ces dernières années parce qu'elle avait l'avantage de ratisser très large, elle est aujourd'hui confrontée face à une recherche permanente de meilleure efficacité, un temps des commerciaux aussi qui est limité. Et donc, comment on va faire en sorte de plutôt faire en sorte qu'ils se concentrent sur les comptes qui comptent, vraiment les comptes les plus stratégiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a renversé la pyramide et qu'on travaille dans une mécanique inversée, encore plus en proximité avec les sales. Et c'est ça aujourd'hui ce qui a changé beaucoup, c'est que on est encore plus en marketing ami avec les sales et que finalement, on essaye de se mettre autour de la table avant de démarrer pour d'abord se dire, et finalement on revient à ce qu'on faisait dans la mode des annuaires au tout début, plutôt que de chercher à toucher tout le monde et finalement personne de pertinent, est-ce qu'on ne se mettrait pas autour de la table pour d'abord recenser les entreprises qui nous semblent pertinentes parce qu'elles correspondent aux critères qu'on s'est donnés, pertinentes aussi parce que les commerciaux ont souvent plein d'informations que le marketing a oublié de poser en amont. Est-ce que ce prospect-là, il travaille déjà avec notre plus gros concurrent et donc ça vaut pas le coup? Est-ce que ce prospect-là, on connaît quelqu'un? Voilà, donc se remettre des fondamentaux d'une collaboration au départ initial, et puis après, on retrouve les mêmes fondamentaux et donc les mêmes couleurs en termes de pyramide. On va lancer des campagnes, on va essayer de construire une relation. Ce qui change aussi dans cette différence, donc on appelle l'account based marketing, ABM, donc c'est vraiment l'idée de travailler sur des listes de comptes, c'est qu'aussi on va non pas lancer du marketing puis passer aux sales, on va à toutes les étapes essayer de travailler en très étroite collaboration. Parce que finalement, on se rend compte que c'est pas au marketing de mener des actions puis aux sales de prendre le relais, c'est ensemble qu'il faut les mener. Et donc, il y a tout un tas de points d'étape où il est intéressant de discuter, de dialoguer, parce que le marketing a des signaux digitaux d'interaction des prospects, mais les commerciaux, logiquement, ils en ont aussi, parce que comme ils suivent leur compte,
ils ont des informations sur qu'est-ce qui se passe sur tel compte, est-ce qu'il y a une nouvelle personne, est-ce qu'ils ont un nouveau projet, est-ce qu'ils se développent, est-ce qu'ils recrutent, etc. Et donc, c'est l'échange régulier entre les deux populations qui va faire que les campagnes sont plus efficaces et que les commerciaux sont aussi plus efficaces parce que on s'est co-alimenté, alimenté mutuellement et on s'est enrichi et donc on est plus pertinent dans les messages. Et comme on en reçoit tous beaucoup des messages, plus ils sont pertinents et personnalisés, plus ils sont efficaces. Donc, si on répond un peu à la question du début, est-ce qu'on est ennemi ou ami? Alors, on fait quand même deux métiers différents, sales et marketing, mais clairement aujourd'hui, la tendance, elle est de rapprocher fortement les fonctionnements pour se dire que on est sur deux métiers différents, mais qui sont extrêmement complémentaires et qu'on doit être vraiment le plus amis possible parce qu'on a tous besoin de l'autre. Alors, on voit dans les organisations commerciales maintenant, dans certaines organisations commerciales, c'est maintenant quasiment généralisé dans la tech et puis ça diffuse dans d'autres secteurs, une segmentation par activité des commerciaux, avec des SDR qui sont chargés de faire de la qualification en amont des contacts sur les comptes ciblés, avec des BDR qui vont prendre des rendez-vous sur les contacts qui ont été identifiés par les SDR et des accounts exécutives qui vont mener les présentations, les détections des besoins, les négociations et le closing. En quoi est-ce que cette segmentation des activités en différentes fonctions dans l'équipe commerciale impacte le travail du marketing? Alors, déjà, on peut même se poser la question, est-ce que c'est très pertinent de tout saucissonner comme ça? Alors, c'est toujours un peu dans une logique de recherche, d'optimisation du temps ou des coûts, on va dire, par rapport à ce que coûte chacun et l'expertise, hein. Voilà, après, si on est sur une travail qui est plutôt sur des grands comptes, est-ce qu'il est bien pertinent de pas mettre qui est donc un compte stratégique, d'y mettre l'équipe B, alors qu'on l'a classifié comme un grand compte très stratégique et que finalement les messages vont être un peu décousus, quelle expérience on va faire vivre aux clients. Donc ça peut être une bonne stratégie quand on fait du volume, effectivement, et on fait de la PME, mais est-ce que fait de la PME, on vend des choses compliquées, donc il y a besoin là encore de se signer. Donc ça, c'est pour faire la parenthèse, je pose la question, je trouve que c'est un intérêt sur le papier, je suis pas sûr que ça soit vraiment totalement efficace, et on le voit même dans la relation qu'on a personnellement avec certains organismes, où à force de tout découper, à la fin plus personne gère tout et on revient en arrière, etc. Après, donc, clairement, les points d'étape avec des gens qui ont l'information sont clés et c'est ça qui va faire que sales et marketing travaillent bien ensemble et euh, justement qu'on ne découpe pas trop les missions, mais qu'on travaille tous ensemble dans une même dynamique. Et alors la crise, comment est-ce que ça a impacté la relation entre marketing et vente? Alors, comme dans tous les métiers, je dirais toujours, c'est plus compliqué de se rencontrer, c'est toujours plus compliqué de faire des zooms, de créer l'interaction. Le marketing, c'est aussi un métier d'idées, de créativité. C'est compliqué de faire des brainstorming en visio. Voilà, je dirais ça a eu un avantage, c'est que ça nous a obligés à être très processés. Donc, quand on n'était pas totalement processé, ça a obligé à le faire, de faire des tableaux, d'utiliser des outils, partager l'information. Voilà. Après, ce que je dis toujours, on doit être à la fois être capable d'être une usine, c'est-à-dire d'être dans les process, d'être orchestré, chacun connaît sa mission l'un après l'autre, mais aussi le business, c'est aussi être capable d'être dans un atelier, de faire du à façon, de régler un problème juste parce qu'on est l'un à côté de l'autre et qu'on peut se tourner l'un vers l'autre et se poser une question, répondre, et de bypasser un peu cette belle organisation et d'aller du point A au point Z en un coup sans respecter le process, mais en se disant que pour le bien du contrat qu'on veut gagner ou du client qu'on veut fidéliser, c'est peut-être la meilleure des solutions. Alors, quelles sont les principales difficultés que tu vois encore chez tes clients dans ce rapport marketing-vente et comment est-ce qu'on peut les dépasser? Les difficultés, elles sont souvent liées à un partage d'informations qui reste compliqué parce que un doute sur l'utilité de l'autre,
hein, marketing se dit toujours que les sales traitent les leads un peu par-dessus la jambe, ou que de Ouais. toute manière, ils seront jamais contents, ils vont finir tout seuls, ils vont toujours râler, ça va jamais être bon, etc. Parce que un sales, C'est une excuse si facile pour un sales de dire les leads n'étaient pas de bonne qualité, donc j'ai pas fait mes résultats. On a tous entendu cette phrase des centaines de fois. exactement, alors que il faut peut-être expliquer que c'est quand même pas un lead chaud, mais c'est quand même un lead froid, que ça vaut le coup de le travailler, c'est peut-être pas prioritaire, mais que ça fait partie aussi de ton job, notamment parce que c'est dans ta liste de comptes ou dans ton territoire, d'animer cette population-là et que c'est peut-être pas des leads pour ce mois-ci, mais c'est peut-être des prospects à travailler et que plutôt que de juste leur envoyer un email, d'essayer d'envoyer un CMS, de passer un petit coup de fil en disant bah voilà, j'ai bien vu que vous aviez téléchargé quelque chose, je suis là, c'est moi qui m'occupe de vous. Voilà, c'est quand même le début d'une relation qui va faire la différence par rapport à une automation qui est totalement automatisée et toujours un peu plus froide qu'un humain. Donc, et puis côté, donc ça crée ça de la friction régulière. Donc ça demande de la pédagogie, ça demande d'expliquer aussi aux sales qu'aujourd'hui, s'ils ont du mal à s'en rendre compte, de toute manière, ça va être difficile de décrocher de décrocher des appels téléphoniques sur des contacts totalement froids, que les gens ils se protègent, ils répondront pas à les emails, ils répondront même pas au portable, maintenant ils ont compris. Voilà, donc c'est souvent aussi face à une certaine réalité que un dialogue va pouvoir se créer. Et nous, d'ailleurs, on intervient souvent quand la relation elle est un peu cassée et comment on va essayer de réexpliquer en étant un peu neutre, en disant bah voilà, on va juste essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Nous, on est là pour pas mettre en avant une équipe plus que l'autre. On est là pour que tout le monde gagne à la fin. Tu parlais de confiance tout à l'heure, qui était le rôle principal de la marque vis-à-vis des clients. Finalement, est-ce que cette confiance, elle n'est pas aussi à construire de la marque vers le commercial qui va être le vecteur porteur d'une partie des messages vis-à-vis du client? Est-ce que c'est pas finalement une confiance avec deux axes à construire pour le marketing? Alors c'est sûr que faire en sorte que les commerciaux adoptent les bons éléments de langage et en soient des porteurs de démultiplication, c'est extrêmement important. C'est compliqué parce que le canal effectivement marketing prospect, marketing client, il est souvent naturellement adressé, c'est le marketing qui a les bases de données, etc. Mais faire en sorte que les commerciaux soient eux-mêmes source de démultiplication, il faut passer par une direction commerciale, une organisation. Ils ont déjà 50 000 sujets à traiter à la réunion commerciale. Relayer telle thématique, mettre en avant tel sujet, telle vidéo qui va effectivement travailler la marque et la confiance. C'est clairement pas dans leur culture. Là encore, il faut qu'ils se rendent compte et qu'on leur explique que voilà, peut-être que réutiliser ce contenu et de le pousser sur LinkedIn, ça sert certes l'entreprise, la marque, la confiance, mais que ça les servira aussi à la fin parce que finalement, dans leur démarche commerciale, c'est important on va pas choisir que eux personnellement, on va choisir aussi une entreprise, une marque et donc une confiance. Ok, on voit aujourd'hui dans certaines organisations l'apparition d'un nouveau rôle qui est le Chief Revenue Officer, qui chapeaute à la fois le marketing et les ventes. Est-ce qu'on va assister à une fusion des deux rôles? Alors, c'est possible, mais ça demande un certain niveau d'expertise dans les deux domaines. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'être directeur commercial, piloter des équipes, des nouvelles générations, les outils pour les commerciaux, ça demande une expertise. Faire de la lead generation en ABM, en growth, en inbound, ça demande aussi une certaine vision et une expertise. Donc c'est possible, c'est même très intéressant, moi je trouve, parce que ça permet de gagner du temps dans la coordination et dans straight to the point en termes d'activation, mais il faut que la personne ait bien un cerveau avec les deux dimensions, quoi. Sinon, ça fonctionne pas bien. Ouais. Chez RSI, vous êtes des grands spécialistes des communications personnalisées. Jusqu'où est-ce que le marketing peut aller dans la personnalisation des messages sans empiéter sur le rôle du commercial? Alors, on
on a pas mal d'outils aujourd'hui qui permettent de personnaliser plein de choses. On est même capable aujourd'hui de personnaliser des vidéos, hein. On va mettre dans la vidéo des éléments individualisés si on a la data qui va bien. Après, ça reste des messages marketing. Même les messages, les messages email que l'on fait, ben, ça se sent très vite que c'est marketing. Donc, moi, je recommande toujours de toute manière de ne pas chercher à trop tromper, d'être honnête, authentique. Et un message marketing, bah, c'est pas grave, c'est un message marketing. D'ailleurs, moi, je recommande souvent, on va pas faire exactement la même mise en page. Un message marketing, il va être plus graphique, il va être plus travaillé sur l'émotion du message. Et puis un email relationnel, hein, tel qu'on peut se l'envoyer dans Outlook, il doit être très straight to the point, très court. Il peut être automatisé, mais il faut pas chercher à dire tout. C'est des emails relationnels. Quand Roland écrit à Laurent, c'est pas pour lui faire un message marketing, c'est pour obtenir quelque chose, donner une information. Donc c'est concis, il n'y a qu'une seule idée et c'est concret en termes de message. Oui. On voit à travers les outils de marketing automation des créations de la possibilité pour les commerciaux maintenant de créer des séquences qui vont lancer en personnalisant un peu les emails et en disant bah, j'envoie un premier mail maintenant et puis dans 2 jours, s'il n'a pas répondu, ça enverra automatiquement un deuxième mail, un troisième mail, etc. Ces emails, ils sont de plus en plus chartés, ils sont de plus en plus travaillés par le marketing. On voit également des scénarios similaires dans les outils de marketing automation sur LinkedIn, hein, qui est de plus en plus important en B2B. Est-ce que finalement, le commercial va garder comment dire, une autonomie et une utilité dans cette phase amont de prospection et de prise de contact avec le client? Je ne parle pas de la phase où on rentre dans les discussions, la détection des besoins, etc. Mais toute cette phase amont, finalement, qui est encore laissée très largement au commercial pour arriver jusqu'à une détection d'un besoin qualifié. Est-ce que finalement, le rôle du commercial ne va pas disparaître progressivement avec toutes ces automatisations qu'on voit dans les outils? Alors, c'est effectivement à quel degré on a besoin du commercial. Ce qu'on appelle le funnel, le journey entre je suis suspect et je deviens un prospect. Bah, c'est clair que toute la partie très en amont, on peut de plus en plus l'automatiser, on peut de plus en plus l'automatiser en la personnalisant. Voilà. Pour moi, c'est plus du marketing que du commercial, ça. C'est du marketing qui, face à des moyens, des canaux sur lesquels on plafonne, ben, se dit, bah tiens, on va utiliser les outils des commerciaux. Parce qu'envoyer des emails, oui, c'est plutôt un job de commercial, sauf que une nouvelle fois, comme nous, on plafonne sur plein de canaux en marketing, ben, on va utiliser voilà. Donc, je pense que sur ces tâches à faible valeur ajoutée, bah oui, on a intérêt à les automatiser, mais ce qui va faire qu'à la fin, on décroche un rendez-vous, qu'on a envie d'échanger, c'est quand même, il y a eu cette petite flamme, cette petite lueur, cette petite différence qui fait que, bah ouais, tiens, c'est vraiment pour moi, ça m'intéresse. Voilà, si c'est pour décrocher avec un rendez-vous avec quelqu'un qui est juste un visiteur, qui de toute manière achètera rien à la fin, c'est pas très pertinent. Alors, est-ce que tu pourrais nous détailler un exemple de reporting sales marketing qui serait pertinent à mettre en place au sein d'une entreprise? On parle bien sûr d'un processus B2B. Alors nous, on a créé un reporting en pyramide, hein, qu'on peut peut-être voir à l'écran, qui est justement qui vise à faire un seul et unique reporting entre côté sales et marketing. Voilà, dont l'idée justement est d'avoir quelque chose d'unique et de pas faire un reporting côté marketing et un reporting côté sales. Donc en fait, comment ça fonctionne? Bah voilà, on va se mettre d'accord sales et marketing. C'est un exemple, hein, on a 184 comptes que l'on vise cette année, ce trimestre, voilà. Donc on en a 184. Et ce qu'on va compter après, en descendant l'étape d'après, c'est combien on a réussi à intéresser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire soit ils ont ouvert et cliqué un minimum sur un de nos emails, hein, qui a été envoyé en outbound, quelle que soit la mécanique. Et là, ce n'est pas que du marketing, ça peut être aussi par les fameux outils dont on disait tout à l'heure, portés par les sales.
ou alors ils ont visité un minimum une fois le site web. Donc là, c'est des outils qui permettent de traquer un peu les entreprises qui visitent. Donc là, on est bien au niveau du compte. Puis après, on va descendre un niveau, c'est combien on en a engagé. Donc engagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit ils ont complété un formulaire sur le site web à gauche, par exemple les 24, ou ça peut être sur le site web et en lead gen form, qui est un format un peu intégré directement dans LinkedIn, qui permet directement de récupérer un contact. Mais ça encore, c'est volontaire que c'est à la fois le site web, c'est à la fois le LinkedIn, c'est à la fois les commerciaux, c'est tout le monde réuni. Et puis après, Au on niveau du passe compte, hein. Là, on descend pas au au niveau niveau du du compte. contact. Au niveau du compte, Voilà. d'accord. Exactement. Et si c'est vraiment des grands comptes qu'on veut cibler, il faut qu'on arrive à que les 184, il faut qu'à la fin de l'année, on les ait tous engagés à minimum, quel que soit le canal qu'on a utilisé. Puis après, effectivement, la pyramide elle repart dans l'autre sens parce qu'on va travailler au niveau du contact. Et donc, dans les 29 entreprises, combien de personnes, ça représente ces 29 entreprises? Comme là, on est plutôt dans des comptes un peu stratégiques, des grands comptes, euh, on voit il y a 81 personnes, ça représente dans les 29. Et puis après, on fait un scoring par différents euh, degrés, je dirais, d'engagement, qui là encore est totalement agnostique du canal, parce que donc, et là on va le personnaliser selon chaque client. Donc sur les 81, il y en a 42 qui sont à l'étape 1, 21 qui sont à l'étape 2 et 18 à l'étape 3. Et donc ça, on va définir, par exemple, l'étape 3, c'est ils sont passés par un SDR, par exemple. Ça peut être un élément qui est intéressant, le téléphone, voilà, ça peut être un webinar à l'étape 2, voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire, on a tous le même objectif, sales et marketing. Et donc, tout le monde peut contribuer à un moment à faire avancer cette pyramide parce qu'on partage les mêmes KPI. Très bien. Et comment on communique ça avec les commerciaux? Est-ce que c'est des reportings spécifiques, des plateformes? Comment est-ce qu'on crée le lien pour communiquer et animer cette data? Alors, c'est une très bonne question. Donc, nous, souvent, on va se définir un peu comme le coach, ce qu'on appelle ABM, donc coach marketing sales, hein, et on dit, euh, ne créons pas une réunion dédiée, mais venons, nous, à la réunion des sales. En fait, moi, je recommande toujours, marketing, ne cherchez pas à créer la bataille avec les sales. On a plutôt besoin des sales, nous, à la fin de nos mécaniques. Donc, essayons de ne pas rentrer dans une logique de se dire c'est une réunion marketing dans laquelle on va venir les sales, parce que déjà qu'on a du mal à les motiver sur le marketing, nous commençons plutôt à aller chez eux, ils seront contents. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est associez-nous une fois par mois à cette réunion sales marketing. Logiquement, dans une réunion sales, ils vont faire un peu une revue de compte. Et donc, c'est là où nous, on doit à la fois compter, poser des questions, peut-être après utiliser des outils. Mais globalement, on a besoin de dialoguer parce que si sur Total, il est dans la liste des comptes qu'on veut viser et que le commercial, il a l'info qu'un tel est arrivé, un tel est arrivé, c'est pas la peine de le mettre dans un outil. Déjà, il faut le savoir, il faut échanger, faire avancer cette pyramide, récupérer le contact, le mettre dans le CRM pour lancer la boucle d'outbound, voilà. Et que globalement, euh, oui, arrivé à un certain stade, il faut rajouter une couche d'outils parce que commence à avoir beaucoup de choses, mais il faut déjà installer une mécanique, une dynamique, que tout le monde comprenne que bah oui, c'est vachement important que tu me dises, toi, sales, que tu as cette information parce que moi, marketing, je vais ajuster ma campagne par rapport à ce que tu me dis. Si la personne vient d'arriver, je ne vais pas lui envoyer tout de suite une demande de rendez-vous. On va d'abord faire en sorte de lui expliquer qui on est, nos différences. Et puis de toute manière, elle n'achètera rien dans les 3 à 6 mois parce qu'on est en période d'essai, donc il faut mieux attendre. Et donc, si on prend le temps d'expliquer un peu aux sales cette logique-là, bah, ils comprennent aussi parce qu'ils savent bien, ils savent aussi ces éléments un peu factuels, ils ont en tête ensemble aussi. Donc nous, tous les mois, pour répondre exactement à la question Roland, tous les mois, nous on devient en termes de coach ABM, s'intégrer à la réunion où on écoute, on récupère des informations, on pose des questions et on dit à chaque sales, ben voilà, chez Total, tu penses c'est quoi l'étape d'après?
Qu'est-ce qui serait bien? Est-ce qu'on organise un dîner? Est-ce que j'envoie une box avec quelque chose? Est-ce que je continue une campagne digitale? Est-ce que je fais un truc sur LinkedIn? Voilà. Et en général, nous, en marketing, on a une liste d'actions qui sont déjà un peu pré-programmées. Et après, ils viennent ensemble, on vient piocher dedans. Mais le marketing ne décide pas tout de suite, tout seul de l'action d'après, parce qu'il le fait avec le sales. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. On arrive à la fin de notre demi-heure. On est très rigoureux sur le timing dans les masterclass d'excellence commerciale. On a deux questions traditionnelles à nos invités. La première, c'est est-ce qu'il y a une expérience de management qui t'a particulièrement marqué, Laurent? Je dirais en tout cas, il y a une expérience de management aujourd'hui qui change beaucoup. Moi, je manage à la fois on va dire des gens qui ont 35, 40 ans et en même temps des gens qui ont 25 ans, voilà, des très juniors. En agence, on a aussi pas mal de juniors. Donc je dirais l'expérience de management, c'est qu'aujourd'hui, il faut accepter la différence liée aux très juniors et que c'est pas facile de l'expliquer à ceux qui le sont un peu moins, qui ont vécu une expérience eux-mêmes de management différente. Donc c'est ça qui, je trouve, est à la fois intéressant, mais qui est aussi challenging. Et je reconnais qu'être manager intermédiaire aujourd'hui, c'est pas simple parce qu'on est encore plus pris dans un étau. Et donc, plus que jamais, il faut passer du temps, écouter, comprendre, chercher les leviers de celui qui est en face. Qu'est-ce qui est, lui, un levier de motivation? Qu'est-ce qui est un levier qui fait qu'il est engagé, qu'il est motivé, même en télétravail, même voilà. Et c'est aujourd'hui ce qui est passionnant, mais ce qui est pas simple. Le grand écart managérial. Et une Mm. citation qui t'inspire particulièrement? Alors, moi, c'est plutôt des formules que j'utilise un peu simples au quotidien quand on me pose des questions justement en termes de management. Je leur dis toujours, sans faire d'intellectualisme justement, on leur dit voilà, si tu n'essayes pas, tu n'y arriveras pas. C'est sûr, tu vois, quand ils hésitent à faire des choses, quand ils ont euh, un peu peur d'appeler un client, voilà, demande. Si tu ne demandes pas, c'est sûr que voilà. Et puis donc tout notre job de commercial, de conseil, on va dire, c'est d'expliquer pourquoi tu fais cette demande, même si c'est un complément sur un budget, pourquoi on y a passé plus de temps, voilà. Donc je dirais souvent c'est ça que je leur dis, ouais, si tu es sûr, si tu n'essayes pas, tu n'y arriveras pas. Donc 100% des ça sera la gagnants ont tenté leur formule. chance. Voilà. Exactement, je suis d'accord aussi. C'est exactement ça. Je l'utilise aussi, c'est la même. Très bien, un grand merci Laurent pour cet entretien. Moi je retiens rester authentique dans le marketing, aller à la réunion des sales pour devenir le coach ABM. Plein de conseils pratiques. Une dernière question peut-être dans cet environnement nouveau. Est-ce qu'il y a une modification du rapport au multicanal, hein, et c'était la grande vogue il y a quelques années. On entendait multicanal partout. Où est-ce qu'on en est de ce sujet multicanal dans les entreprises? Alors, il est encore plus important, hein, c'est sûr. Alors, le marketing, on aime bien faire des nouveaux mots, d'inventer des nouveaux concepts, de changer le naming, hein. Donc, peut-être qu'on utilise un peu moins le mot multicanal, mais clairement aujourd'hui, et c'est compliqué parce que les canaux ne sont pas infinis. Mais c'est sûr que c'est pas juste envoyer un email ou juste faire une vignette LinkedIn qui va faire que ça fonctionne. Il faut faire du multicanal, au sens entourer la personne de tout un ensemble de messages le plus cohérent possible, cohérent visuellement. Il faut jamais oublier que globalement, on essaye de stimuler le cerveau sans qu'il s'en rende compte vraiment. Et d'ailleurs, c'est les fondamentaux de la publicité, hein. Jamais vous dites, tiens, j'ouvre un magazine pour regarder la pub, ou jamais vous dites, j'allume la télé pour regarder la pub. Néanmoins, on la regarde, on la voit, et donc ça rentre dans notre cerveau, et donc sans qu'on s'en rende compte, on se dit, ouais, tiens, je connais cette marque, j'ai compris ce qu'il faisait, voilà. Donc c'est toute la difficulté, notamment lorsqu'on fait du B2B et qu'on n'a pas accès à ces grands canaux comme la télé, la radio, etc. Mais néanmoins, il faut qu'on travaille à rentrer dans le cerveau des gens. Et donc, ça demande aussi un peu du temps.
Et c'est pas que des emails, c'est effectivement du multicanal. Alors, en idée bonus, bien sûr, le livre que tu as coécrit avec Gabriel Sapiro, de l'inbound marketing à l'ABM, une bible de la compte base marketing, disponible sur le point inbound-abm.com ou dans toutes les bonnes librairies business. Les ateliers EPOCA, prochain atelier, je crois, sur l'e-réputation, le 14 octobre, avec le lien qui est dans la présentation. Et puis un article, les clés pour aligner le marketing et la vente, tout à fait récent, que vous pourrez consulter sur le site conseilmarketing.com. Voilà, merci à tous. Merci d'abord Laurent de cet entretien. Merci à tous de votre fidélité. Si tu as encore quelques minutes, Laurent, on sera ravi de te garder pour répondre aux questions de nos auditeurs. Merci. Alors, vous pouvez poser vos questions dans l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Et Edouard, si tu peux nous lire les premières questions. Oui. Alors, première question. Quelles sont pour vous les conditions de la réussite de cette collaboration? D'avoir envie que ça fonctionne. Je pense que c'est le premier élément, hein. Et comme dans toute relation humaine et business, accepter les contraintes de l'autre en face, son organisation, essayer de comprendre. Voilà, mais s'il y a une bonne volonté, franchement, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, parce qu'aujourd'hui, réussir ses objectifs sales sans l'appui du marketing, moi j'y crois pas. Atteindre ses objectifs réels en termes de marketing, qui ne sont pas que faire de la quantité de formulaires, mais vraiment contribuer au business, bah, ça ne fonctionne pas si on travaille pas avec les sales. Donc il faut d'abord une bonne volonté, un bon état d'esprit, et ça fonctionne tout seul. Et comment évaluer l'impact de cette nouvelle méthode et de ces tentatives de réaligner commerciaux et marketing? Alors, je dirais, c'est le business à la fin, hein. Si on voit que le business progresse, c'est top. Après, concrètement, euh, un vrai travail en commun doit permettre d'accélérer le closing, hein. Un compte qui est travaillé avec du marketing doit signer plus vite qu'un compte où il n'y a pas de marketing, par exemple. Ça, c'est un vrai KPI. Après, on peut aussi parler du CRM. On peut voir aussi une certaine dynamique dans tout ce qui est rentré dans le CRM, parce que globalement, ça c'est un vrai indicateur d'une vraie collaboration, parce que le marketing doit alimenter le CRM et le CRM et les sales doivent aussi alimenter le CRM. Donc aussi, il se passe des choses sur le CRM, c'est qu'il y a une vraie logique de collaboration, parce que les sales se disent toujours, mais pourquoi vous me faites rentrer les choses dans le CRM alors que j'ai tout dans la tête ou tout à un endroit? Bah voilà, si on lui explique que c'est parce que le marketing va s'en servir, voilà, c'est aussi un élément qui permet de prouver une dynamique commune en fait. Est-ce que l'ABM rend-il l'inbound marketing obsolète ou peut-on allier les deux? Alors c'est une excellente question, et effectivement à laquelle on répond dans le livre, hein, ennemi ou ami là aussi, ou complémentarité ou opposition. Donc clairement, la réponse, ça dépend de la cible visée. Si vous visez des PME, TPE, artisans, il faut rester dans l'inbound, parce qu'on ne va pas acheter le fichier de toutes les entreprises PME de France. Il faut rester dans une mécanique très large, très grand filet. Mais dès qu'on va cibler plutôt des ETI, des verticaux très précis ou des grands comptes, il faut passer en ABM. Et éventuellement, on a des clients qui travaillent un peu les deux logiques, parce que ils ont aussi un segment PME et une offre PME, et ils veulent traiter leurs grands comptes d'une manière spécifique, et donc on va aussi traiter de l'ABM. Donc c'est à la fois opposé en termes de stratégie, mais complémentaire si on vise les deux populations qui sont les grands comptes et les PME. Le réalignement entre marketing et vente doit-il se faire sur tous les niveaux hiérarchiques ou uniquement par exemple les dirigeants? Alors comme dans tous les sujets, c'est sûr que si les dirigeants ne sont pas alignés, ça ne fonctionnera pas.
Voilà, c'est le propre d'une organisation humaine. Après, il faut surtout qu'au quotidien, les dirigeants aident et facilitent à résoudre les petits conflits qui vont arriver, à faciliter les mixités dans les réunions, partager les reportings. Voilà, c'est sûr qu'il faut que les dirigeants soient d'abord alignés et je dirais qu'ils aident à faire en sorte que en dessous, tout le monde réunisse ses moyens pour un objectif commun. Doit-on, dans la lignée du marketing, doit-on fusionner ces deux équipes pour améliorer la collaboration ou est-ce juste une solution situationnelle? Bah, marketing, donc si le social dans le marketing, là encore, on a vraiment besoin de travailler ensemble parce que les commerciaux, ils ont besoin de contenu, de messages, donc c'est quand même au marketing de le faire. Et le marketing, ils ont besoin d'une audience, et donc l'audience, elle est dans le LinkedIn de chacun des commerciaux. Donc là encore, il faut travailler à démontrer l'utilité. Pour les commerciaux, pourquoi il est intéressant que vous relayiez ces contenus, et il faut le faire aussi avec pédagogie parce qu'un commercial, il ne doit pas non plus y passer pas son job de faire des posts sur LinkedIn. Donc il faut lui expliquer pour qu'il y passe le moins de temps possible, lui dire que ça fait aussi partie de ses tâches, non pas parce qu'on veut qu'il fasse du marketing, mais parce que c'est aujourd'hui des approches nouvelles liées au commercial. Donc c'est là où il faut que vraiment en haut, les deux directeurs travaillent ensemble, comprennent et qu'ils infusent cette information. C'est pour ça que ça demande du temps aussi. En quoi la relation marketing-vente est-elle différente dans le B2B par rapport au B2C? Alors je suis qu'à moitié légitime pour répondre là-dessus parce que j'ai toujours fait que du B2B. Donc je suis pas très expert en B2C et donc je sais pas trop répondre à la différence. D'accord. Et tout comme le Chief Revenue Officer, faut-il créer des postes, que ce soit aux différents niveaux hiérarchiques, pour justement améliorer cette relation entre les deux services? Alors, je pense pas qu'il faille faire des posts pour faciliter le dialogue. Je pense qu'il faut installer une nouvelle dynamique pour que ce dialogue soit totalement naturel, systématique. Une nouvelle fois, le marketing ne doit pas monter de campagne, d'action sans l'avoir fait en collaboration en amont avec les sales. Voilà. Et pareil, les sales doivent pas bypasser, pas jouer le jeu du CRM, pas remonter les informations, parce que voilà, c'est plutôt un nouveau réflexe d'une collaboration qu'il faut installer, plutôt que de créer des jobs de personnes qui vont faire des casques bleus pour faire en sorte que les gens se parlent. Hmm. Faut-il avoir des KPI en commun, voire des objectifs rémunérés en commun pour les marketing et sales? Et si oui, lesquels? Alors, je pense qu'il faut avoir des objectifs, des KPI en commun. Alors, je pense que, comme je l'ai montré, il faut même avoir une forme de reporting en commun, c'est clair. Euh, qui peut être au départ fait presque un peu à la main, comme j'ai montré, pas besoin de faire tout de suite des outils. Voilà, déjà, une nouvelle fois, il faut installer une dynamique, des nouveaux réflexes. Et après, à faire à mesure qu'on monte en quantité, bah, c'est là où il va falloir des outils. Et lesquels, ça va être notamment autour du lead, des objectifs communs qui peuvent être plus des objectifs un peu sales, mais qui sont la suite logique. C'est-à-dire qu'au-delà de la quantité, qui est peut-être un objectif plus marketing, qu'on est vraiment un pendant d'une logique qualité, et qualité peut être des critères, et puis peut même après avoir des objectifs de qualité, de perception des sales. Alors c'est là où ça va créer un peu des éléments de friction, mais c'est pas grave, parce qu'à la fin, néanmoins, il faut que le sales y comprenne et donc on lui démontre que néanmoins, ce qu'on a généré en termes de contact, c'est peut-être pas quelqu'un qui a un contrat tout de suite à signer, et que le marketing, c'est pas ça. Et donc il y a un endroit où il y a une frontière, il y a une porosité dans les rôles, et donc on a intérêt à trouver un terrain d'entente pour faire en sorte que ça s'enchaîne le plus naturellement possible,
et que il n'y aura pas de gagnant et de perdant à la fin, parce que de toute manière, on est dans la même équipe. Donc, ça sert à rien de dire c'est la faute du marketing, c'est la faute du sales, c'est la même équipe. Plus de questions pour ma part. Merci beaucoup. Merveilleux, Laurent. Un Super. immense merci encore de ta présence. Pour aller plus Un loin, bien plaisir. sûr, précipitez-vous sur, si vous ne l'avez pas encore, de l'inbound marketing à l'ABM, une bible de référence sur le sujet. Et la semaine prochaine, nous aurons le plaisir de recevoir Fabien Lucron qui nous parlera de salaire des commerciaux, ce qui va changer, un sujet brûlant à l'heure où le marché sur les commerciaux se tend de façon assez drastique. Voilà, un immense merci encore Laurent pour ta présence. Merci à tous de votre fidélité et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Merci à tout le monde.